Eh bien, vous êtes sur Maxime Martinique avec JM et sa bande. Oui, la bande à JM qui est de retour à l'arrobase en simultané vidéo sur www.gtmag.fr comme tous les vendredis soirs. Et oui, vous pouvez nous voir en vidéo, voir nos chroniqueuses et nos chroniqueurs, voir nos artistes. Donc, on peut se voir à la télé. C'est trop génial. Retrouvez chaque jour les experts et tout le sport avec RMC sur 107.1 et 107.3 FM, diffusé donc sur Maxime Martinique, vous l'avez compris. Elles et ils sont les plus sexy du paysage audiovisuel des Antilles. Ils et elles sont chroniqueuses et chroniqueurs. Elles sont belles, ils sont beaux, ils sont jeunes et dynamiques. Je m'exclus de tout ça. Hein. Je veux parler d'Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort. Merci. Vanille Lemouliec, qui ne sera pas là ce soir, mais qui sera là dans 15 jours. Éléonore Théodose de retour. Merci à elle. Yona Namrid qu'on attend, mais aussi Éric Rouget et Nicolas Aron qu'on applaudit bien fort. Et oui, il y a des mecs aussi dans cette émission quand même. Toute l'équipe est drivée par JM de la bande à JM, choisi comme animateur principal compte tenu de son QI hors norme. 168 sur l'échelle d'Einstein. Tu connais ou pas? Non, Tu parles de toi, bien évidemment. Oui, je parle de moi, ouais. Bon, voilà. Il parle toujours que de lui. Donc c'est pas ben oui, ben voilà, c'est comme ça. Allez, merci à nos partenaires fidèles, le Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy Martinique, l'Arrobase, le restaurant dîner spectacle du Casino Batelière Plaza. On y est. Et son chef de cuisine, Alain Trénois. Les gens qui dînent avec nous ce soir ont la chance d'écouter notre artiste. On va vous le faire découvrir dans un instant. On le garde un petit peu pour nous. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir dans ce lieu magique où presque chaque soir, il y a un dîner-spectacle. Renseignez-vous sur le site du Casino Batelière Plaza. Donc casinobatelièreplaza.com évidemment. Ce soir, JM de la bande à JM et toute son équipe reçoit pour la seconde fois Loïs Sanja. Je vous propose de l'applaudir bien fort. Merci à vous. Artiste caribéen. Nous verrons son parcours musical, son univers artistique et surtout son actualité. Elle est riche en cette fin de mois de juin. On va parler du 29 juin tout à l'heure. Mais avant ça, on parle de toi, hein, d'accord? Avec plaisir, merci. Bon, voilà, avec plaisir. Dans tous les cas, donc, nous parlerons de la tradition de notre île qui parcourt tes veines. La tradition musicale, bien sûr. Exactement. Voilà, hein, c'est vraiment ton ADN, on va dire. Hein. Effectivement, j'ai envie de dire, je suis né dedans. J'ai participé à mes premières tournées dès l'âge de 4 ans en tant qu'accompagnateur. Et ça rigole pas, 4 ans, ouais. Donc je suis né dedans, quoi, dans la tradition. Et bon, on va voir ça tout à l'heure. Avec Éléonore Théodose, on recevra les Manicous Bleus, cette association de sauvegarde de nos animaux domestiques. Pas mal comme idée, ça aussi, ça, on ne les avait pas reçus encore. On n'avait pas encore reçu. Et en plus, c'est en lien avec l'actualité directe. On en parlera tout à l'heure. Et c'est Cindy qui viendra représenter l'association. L'association, Cindy, effectivement. Allez, on parlera d'animaux. Tu as un animal, Léonore? Évidemment. Oui? Mais oui. D'accord. Bon, un tigre. 2 pattes ou 4 pattes? 4 pattes. je réfléchis. T'as vu l'hésitation quand même? L'hésitation. J'aime bien avoir un singe, remarque. Ok. Allez, enfin Nicolas Aron recevra Jean-Marie Jeunhomme, coactionnaire avec Jean-Marc Salpêtrier, fondateur donc de Cailleflow ou l'habitat flottant. Soit comment proposer de l'immobilier sur l'eau en Martinique et ailleurs. Voyons cela dans un instant avec Nicolas, bien sûr, et puis avec son... Il est où, Nicolas? Je suis là. Avec son... Je t'avais perdu, Nicolas. Ils m'ont invité juste à côté. Moi, voilà, j'ai hâte de parler de ce projet avec lui, qui est un projet super intéressant, innovant. À voir. De l'immobilier sur l'eau en Martinique, il fallait y penser quand même. Oui, mais en fait, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Et on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Et donc, vous y avez pensé et on en parle dans un petit instant, avec un grand plaisir. Est-ce qu'on est d'accord sur Andrea, sur le... Complètement. J'ai hâte de découvrir tout ça. Alors, première question que je pose à notre invité, je vous le redis, Loïs Sanja, artiste caribéen. On l'avait reçu, nous étions encore à l'hôtel Batelière. Exactement. Bon, il revient, parce qu'il y a de l'actualité, on en reparlera aussi dans un petit moment, mais je voulais revenir un petit peu sur ton parcours. Mais avant ça, depuis qu'on s'est vu, ça fait à peu près 1 an. Oui. Est-ce que tu as fait ta transition énergétique? Est-ce que tu as acheté ta voiture électrique? Non, pas encore. C'est quand on s'est vu, je venais d'acheter une voiture, tu te souviens? Ouais, je me souviens de ça, voilà. Effectivement. Mais alors, la voiture électrique, t'y crois toi ou t'y crois pas? Parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions en ce moment. Ben, effectivement, je pense que la question qui revient souvent, c'est celle de l'entretien.
on se pose des questions sur le nombre de professionnels ici qui seraient à même effectivement de s'occuper, comme on dit, des pépins mécaniques qui pourraient survenir sur les véhicules. Donc ça, c'est la peur, c'est ça? Ça serait ta peur, toi, potentiellement? Effectivement, parce que j'ai longtemps roulé en voiture d'occasion, donc je connais les pépins. Tu connais un petit peu les problèmes. Bon, on peut peut-être presque demander à Nicolas et puis à Jean-Marie si les problèmes des voitures électriques sont si importants que ça, en termes de réparation, etc. Ou est-ce que les concessionnaires sont bien équipés? Vous avez des connaissances tous les deux. Le vrai problème, c'est les batteries. Alors, quand tu dois changer une batterie, est-ce que tu ne dois pas changer la voiture? La question se pose. Mais est-ce qu'on change vraiment les batteries sur un véhicule électrique, franchement? Non, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une voiture électrique, c'est beaucoup moins de frais d'entretien qu'une voiture thermique. Oui. Un moteur électrique, c'est beaucoup plus fiable. On économise beaucoup de choses. Il n'y a plus de kit de distribution, il n'y a plus d'embrayage, il n'y a plus de filtre à huile. On économise quand même beaucoup de choses. Je crois que Léonard est content. J'aurais économisé un rein si j'avais eu une voiture électrique. Voilà. Donc effectivement, en termes de réseau, les réseaux commencent de se développer en Martinique. Mais de facto, il y a beaucoup moins d'entretien, donc quelque part c'est plus facile, ça coûte moins cher. Donc l'amortissement est peut-être meilleur finalement, plus court, au bout les de 3 ans. Les batteries sont garanties 8 ans, donc on n'est pas embêté non plus sur le sujet avant un certain temps. Avant 8 ans. On a le temps de la revendre. Ouais, ça peut valoir le coup. On y reviendra de toute façon, on y reviendra. Il faut la faire cette transition énergétique quoi qu'il arrive, à un moment donné. 2035 c'est demain, c'est la porte d'à côté, Nicolas. Oui, toi qui hésites. J'ai cru lire que c'était un petit peu remis en question d'ailleurs en Allemagne avec Volkswagen, qui semble vouloir continuer à développer des moteurs thermiques. Oui, c'est vrai. Vous avez vu notre article cette semaine peut-être. C'est vrai que le patron de Volkswagen a annoncé que c'était le bon moment pour repartir sur le thermique. Bon, mais c'est une vision très personnelle qu'il a. C'est vrai que l'Allemagne a fait un petit pas, deux pas en arrière pour des problèmes économiques. Les problèmes de budget global du gouvernement qui étaient largement dépassés, et donc bon, ils étaient obligés de faire un petit peu marche arrière. Mais ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent le programme 2035, c'est pas ce qui a été dit. Bon bref, donc on prend l'Allemagne comme prétexte, mais la transition énergétique, elle a été votée en Europe, elle arrivera en 2035 malgré tout. Né à Fort-de-France en 1984, Los Angeles a grandi dans le sud de la Martinique, au Marin. Exactement. Donc comme quoi on peut être né au Marin et devenir un vrai artiste et non pas un marin. Pourquoi il y a un mais? Non, parce qu'autrement on n'est pas forcément un marin pêcheur, tu vois, comme on est au bord de l'eau. C'est un esprit très foyalais, ça. C'est vrai, ça quelque part c'est vrai. Alors explique-nous un petit peu comment ça vient, parce que tu nous dis que tu démarres à 4 ans, mais comment on démarre à 4 ans la musique? C'est qu'il y a un environnement quand même. Alors j'ai démarré vraiment à 4 ans plutôt la danse, mais effectivement la danse elle va pas trop sans musique. Donc j'ai commencé à participer à mes premières tournées, comme je le disais, avec un groupe folklorique. Et par la suite, mes parents ont créé le leur. Donc en décembre 90, et donc malgré moi, j'avais pas trop le choix à l'époque, j'avais 6 ans, donc je me suis retrouvé à être l'un des jeunes danseurs de la troupe, et tout de suite on a fait des tournées, jusqu'à présent, chaque année, on a eu droit à une tournée en Europe, enfin ou quelque part dans le monde. Alors les années 90 commence un mouvement commercial qui est le ragamuffin aux Antilles, et là qu'est-ce qui se passe? Et là, voilà, tout le monde s'appelle MC ceci, Radical cela, Général. Donc, j'y ai pas échappé. Moi, je m'appelais L'Oeil MC. Et donc, justement, lors des différentes tournées, on se retrouvait à faire des heures et des heures de bus. Ben, ça a été mon premier public. Donc, tout naturellement, les ambiances de bus, on prend le micro. Et à l'époque, il y avait des petits flots qui revenaient. Donc, j'ai chanté Bouyaka, Bouyaka. En réponse. Enfin, voilà. Effectivement, ça a été. Mais nous sommes pas mal à avoir eu un petit peu ce parcours. Je pense à un artiste comme Koulou Ganja aussi, qui a fait partie de groupes traditionnels sur les Trois-Îlets. Je pense à des musiciens aussi comme Guy-Marc Vadeleux. C'est un peu une passerelle et ça nous permet effectivement de mettre le pied dans le monde du spectacle. Ouais. Et après, donc, comment tu trouves ton style? Comment tu pars sur ta musique d'aujourd'hui? Comment ça devient tout ça, en fait? Alors, tu pars en métropole quand même, tu pars en hexagone, un petit moment. Voilà, tu rencontres des gens importants et influents, je te laisse parler, vas-y. Non, vas-y. Vas-y. Alors, effectivement, je pars après un petit début ici, mes débuts, on commence à faire des petites scènes et tout dans les quartiers. Et arrivé là-bas, donc j'ai la chance de rencontrer des artistes comme Strayka, comme Guy LMC,
Et aussi, j'ai la chance d'intégrer une école de jazz, une école de musique, dans laquelle il y a des profs comme Manu Dibango, il y avait Liane Folly aussi, qui était il y a des noms, des vrais noms. Oui, j'ai eu la chance de côtoyer aussi le pianiste Taiwan Doni, qui a été l'un des derniers pianistes de Bob Marley, qui travaille avec Straika, avec Guy, etc. Et donc, on s'est retrouvés à faire des zéniths avec justement la même équipe qui nous a un petit peu pris, comme on dit, sous leur aile. On a pu chanter en Suisse, enfin on s'est pas mal produit. Donc là, il s'agissait vraiment de faire les armes, comme on dit dans notre milieu, dans le son de système, quoi. Oui. Et avec Yemanse, aussi un artiste, je sais, qui est assez connu ici dans le milieu reggae. Et donc voilà, c'est venu comme ça. Donc, je vais dire, dans le milieu underground, quoi, dans notre petit cocon familial, dans le milieu du reggae. Et c'est bien plus tard, qu'en revenant ici, que le public m'a connu, donc avec le titre Cochitette. Et donc, ton frère aussi a un rôle à jouer quand même aussi. Quand tu reviens en Martinique, tu chantes avec ton frère. Avec ton frère, non? Enfin, mon frère musical, ouais. Oui, ton frère musical. Voilà, c'est ça, c'est mon frère musical. Ouais. Alors, effectivement, il y a eu Byron, qui a débuté avec Paille, qui a beaucoup chanté avec Paille au début. En fait, on vient du Sud, hein, comme quand, je sais pas. Oui. On vient quasiment tous du Sud, Marin, Rivière-Pilote, Saint-Luce. Il y a DJ Gilles qui chapeaute tout ça d'ailleurs en studio, qui travaille encore avec Paille. Et donc, on sort, effectivement, quand je reviens, on sort un titre underground qui est dédié donc aux prisonniers. Ça, on était jeunes, des amis qui avaient fait quelques bêtises. On leur dédie un titre et ce titre-là se retrouve sur Trace, qui fait quasiment premier dans Hit de rue pas mal de temps. C'est les premières émissions où Trace avait effectivement dédié une partie de leur programme à la musique dite underground. Et donc on en a profité, on s'est glissé dedans et ça nous a permis de faire nos premières armes en télé d'ailleurs. Et qu'est-ce qui fait la réussite de Cochitette, à ton avis, alors? C'est quoi la recette, en fait? Il faut peut-être pas la donner, je sais pas. Ah, je pense, hein. Désolé de te répondre ainsi. Surtout Léonore, qui a pas de... Non? La recette, t'entends pas? La recette de Cochitette, pourquoi ça a marché à ce point-là? Je pose la question. On se pose la question, voilà. J'attends la réponse. Mais je disais la recette, peut-être qu'il ne faut pas la donner. Il ne veut pas la donner, donc ça ne sert à rien de poser la question. Les recettes sont secrètes. Ouais, c'est secret, ouais. Les recettes sont secrètes, mais après... Parfois, la musique, c'est un tube, hein, c'est l'histoire je pense, de plein de tubes. On écrit un morceau qu'on pense être un morceau lambda qui fera partie de notre répertoire, un de plus. Parfois, c'est des morceaux sur lesquels on ne compte même pas et il suffit d'un coup de pouce. Et je dois dire qu'en fait, ce morceau-là, finalement, il s'est imposé dans ma carrière. Je souhaitais réaliser un clip. Et donc j'ai contacté des amis qui m'ont dit « Mais là, tu veux faire un clip là, c'est trop compliqué, tu as un titre un petit peu plus simple, un petit peu plus abordable, plus accessible, viens on fait ça ». Et ils ont insisté, et ils ont proposé le titre à d'autres personnes, d'autres médias qui ont apprécié, qui m'ont dit « Tu me dis, tu vois Lloyd, tu veux pas sortir le titre, il y a déjà des médias qui aiment et tout ». Et donc je pense que c'est un morceau qui s'est imposé à moi pour... me permettre d'être reconnu du grand public, quoi. Alors, tu es un artiste qui est plutôt complet, tu es interprète évidemment, mais tu as fait aussi, donc tu as fait de la danse, on l'a compris, est-ce que ça joue d'ailleurs dans ta carrière? Et tu as fait du tambour aussi, tu as fait de la percussion. Ouais. Donc tout ça complète le bonhomme finalement, quelque part. Il y a la réussite, mais la réussite elle est liée à tes connaissances en fait. Effectivement. C'est ça la recette aussi. Effectivement, sur scène, je sais que j'ai beaucoup de retours par rapport à mon énergie. Et j'avoue que sur scène, c'est un moment où je me lâche, où effectivement je partage toutes mes émotions et naturellement toute mon expérience ressort. Donc je danse, je fais des pas. Effectivement, la scène, le fait d'avoir été familiarisé dès mon plus jeune âge avec la scène, je pense qu'effectivement ça m'a beaucoup aidé pour défendre le titre et aussi défendre l'artiste en lui-même au-delà du titre. Ouais. Bien sûr. Donc ça, c'est l'apparence physique, c'est la suite logique de la composition et de l'écriture. Parce que tu écris à partir de 10 ans, toi. Depuis 10 ans, l'âge de 10 ans, exactement, tu commences à écrire. J'ai commencé à écrire assez tôt. Ouais. Et là, comment ça vient? Alors, comment on se dit je vais devenir artiste ou je vais chanter et je ne vais pas faire autre chose? Je pense que c'est une véritable passion. Et
La musique, c'est drôle. Dès mon plus jeune âge, je me projetais déjà dans mes concerts. Par exemple, dans ma chambre, quand je mettais la musique, bien fort. Tous mes voisins, ils me disaient, toi, un jour, tu vas chanter. Tout le temps, je chantais. Et dès que j'avais l'occasion de me produire devant mes amis, même s'ils étaient 5, limite, je les saoulais, quoi. Fallait toujours dire. Donc, effectivement, je pense que c'est un cheminement. Donc, on s'entraîne, et la recette, c'est de surtout ne jamais lâcher, de toujours y croire. Donc, ouais. Ça, je suis assez d'accord. Il y a des questions qui veulent La particularité, en plus de la Martinique, c'est que c'est un petit pays. C'est-à-dire qu'on reste en France, finalement, c'est comme si on était des stars à échelle communale, régionale, selon parisienne. On va prendre un équivalent. C'est quand même 6 fois moins grand que la Corse. Toi, comment tu arrives à gérer donc, cette notoriété? Est-ce que des fois, tu as eu des envies d'ailleurs? Même de te dire, on a vu par exemple des artistes comme Kalash aller outre-Atlantique, viser même les États-Unis. Est-ce que toi, tu as ce souhait ou tu aimes aussi rester proche de la population martiniquaise et tu te dis finalement mon son, je veux que ça soit écouté par mes citoyens, quoi. Comment ça se passe? C'est un petit peu de tout, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que je pense que dans ma musique et dans ma personnalité artistique, je suis quelqu'un d'assez ancré. Donc je tiens un petit peu à toujours valoriser le tambour. Donc Ochitet, il est là, il est subtil, mais il est très présent. Et je crois que j'aime bien effectivement prendre mon énergie ici, prendre tout ce qui est en termes d'inspiration et peut-être aller effectivement partager avec l'extérieur. Là, j'ai fait une prestation à la Cigale en novembre 2023 et j'ai été très surpris. J'ai eu des gens qui sont venus me voir d'Auxerre. Je ne pensais pas que ma musique touchait autant. Il y a une dame qui m'a sorti un des morceaux de mon album qu'on n'a jamais diffusé en radio. Elle m'a dit qu'elle a fait des kilomètres pour venir me voir avec sa fille et tout. Ben, c'est super touchant. Donc effectivement, on a envie et ça fait toujours plaisir de savoir que notre musique est écoutée, même en Colombie. Je sais que c'est un titre qui a été vraiment, entre guillemets, international. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'aller. Mais ma source d'inspiration, je ne me vois pas partir vivre ailleurs. C'est important. Nicolas, rapidement, parce qu'on est déjà à la fin. Ok, alors souvent je constate que les artistes sur scène sont un peu différents de ceux qu'ils sont vraiment dans la vraie vie. Alors ma question c'est, es-tu réellement toi sur scène ou enfiles-tu joues-tu un rôle, es-tu un autre personnage, joues-tu le rôle d'un personnage en fait? Non, très tôt dans ma personnalité artistique, j'ai décidé d'être vrai. C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu représenter un personnage artistique qui serait éloigné de ma personnalité, parce que je pense qu'à un moment on peut avoir un conflit psychologique à la limite. Et donc sur scène je suis quelqu'un de très énergique, et dans la vie aussi je suis quelqu'un de très énergique, même si je parle peut-être un peu cool, tout ça, mais dans la vie, quand je fais du sport, je fais beaucoup de sport avec mes amis, je cours partout sur le terrain. Enfin, je suis quelqu'un, effectivement, même peut-être mon signe, je suis bélier, donc j'aime y aller. Donc, et puis, dans ma musique aussi, on retrouve un peu toutes ces facettes de ma personnalité, parce que j'ai ce côté énergique-là, mais je peux aussi avoir beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur avec d'autres titres. Je vous invite à écouter mon album, il s'appelle Vivant, V-I-V-A-N. Et sur le titre, vous allez effectivement retrouver des textes conscients, qui sont chantés, très posés, et d'autres qui sont aussi peut-être conscients, mais qui amènent plus, qui se rapprochent plus d'une musique d'ambiance, et là où j'en vois un peu plus. Donc c'est tout ça qui me représente, et effectivement je suis aussi comme ça dans la vie. Alors justement, on va parler d'actualité maintenant, puisqu'il se passe un événement extraordinaire. C'est que samedi 29 juin, tu vas te retrouver aux côtés de La Fouine, qui vient donc en Martinique. Et parle-nous un petit peu de cette soirée. Là, c'est une soirée qui est assez sympathique, avec DJ Kaiser, entre autres, DJ Raptor, DJ Yozo, entre autres, et toi, bien sûr. C'est une spéciale guest, là, vraiment. Hein. De ouf, comme on dit. Ah ouais, de ouf, ouais, on peut le dire. La Fouine, je l'ai connue en tant qu'auditeur, d'abord. En tant qu'auditeur, dans ma radio, sur la route. Et encore aujourd'hui, je me disais, tiens, ça fait bizarre, c'est un artiste
qui me parle parce que un petit peu dans ma musique aussi, je chante, je peux faire des choses un peu plus toastées, dancehall, et lui, il aborde un peu le rap ainsi, il fait des choses très chantées, il peut, sur les couplets, il passe sur des trucs un peu plus rap, un peu plus dynamiques, et je trouve qu'en live, il le fait très bien, c'est pas quelqu'un qui, entre guillemets, je veux dire, qui triche, quoi, il chante très très bien sur scène. Donc c'est un artiste que j'apprécie pour ses textes et que je respecte énormément pour son parcours. Et je remercie d'ailleurs toute l'équipe qui a pensé à moi pour cette prestation. Et c'est un honneur pour moi de partager. Je trouve qu'ils ont bien fait. C'est very good choice parce que c'est ce qu'il fallait, je pense. Ah, merci. Donc, non, mais vraiment. Donc ça, c'est ton actualité immédiate. Il y a autre chose en termes d'album, par exemple, ou de single? J'aimerais bien effectivement vous partager là ma dernière sortie, un single issu de mon EP dont je parlais à l'instant, Vivant. Et il s'appelle Ladjé comme moi. Donc c'est un titre avec Lauriane Zachary. Comme je vous disais, ma vie se passe sur scène. C'est une rencontre sur scène avec un très 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 grand artiste de la Martinique, Jean-Michel Cabrimol, je peux le nommer, qui nous a... J'espère. Bon. Normal. J'en ai fait des concerts de Jean-Michel. Alors, ce soir, exceptionnellement, tu vas chanter pour les gens qui dînent avec nous, mais tu vas passer aussi sur Maxi. Et donc, on a choisi, évidemment, alors pas le dernier titre, mais on a choisi Cochitette, évidemment, parce qu'on voulait bien sûr. que tu nous chantes ton titre vraiment spécial juste pour nous. Donc, dernière ligne droite comme pour le show de la Fune, samedi 29 juin au Think Tank, une soirée exceptionnelle. Infoline au 06 96, eh bien, 01 01 82 et billetterie sur Bizouk. Et à partir de 22h le show. Et à partir de 22h, voilà, tout à fait. Donc un show exceptionnel avec la Fune, donc comment dire, je me trompe pas. Yuzo, Loïs Sanja, voilà, non mais Raptor. Et voilà, et DJ Raptor, voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. Eh bien, merci à toi d'être venu dans cette émission. On est charmés. Merci à vous, merci à vous. Ça fait la deuxième fois. Merci à vous, toujours un très bel accueil. Merci encore. Et on dit toujours bientôt 203 parce que tu vas revenir pour un nouvel album sûrement et tu reviendras nous voir. Exactement, parce qu'on est au dernier single de cette EP, donc bien sûr que je reviendrai pour promouvoir mon prochain album. Allez, nous on écoute, avec beaucoup de chance, on écoute Cochitette. Allez, à très vite et bon spectacle le 29 juin. On peut l'applaudir bien fort. Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. Eh bien, on se retrouve ce soir, comme tous les vendredis soirs, et on voudrait bien évidemment remercier nos partenaires qui sont Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation, et merci bien évidemment à gtmike.fr. Eh bien, merci à tous nos partenaires, on est super contents. Merci à l'arobase aussi qui nous reçoit, on est content d'être au Casino Batelière Plaza. Vous avez vu qu'ils ont un nouvel écran à l'extérieur, on est en photo sur l'écran quand vous passez au rond-point. Ouais, d'ailleurs, à chaque fois, je manque de faire une sortie de route pour voir si je suis toujours. Ouais, parfois, moi, je m'arrête sur le rond-point carrément pour regarder. Moi, je connais des gens qui ont déjà fait des demi-tours sur le rond-point en disant c'est voilà, c'est des cheveux sans les On est des vrais stars, franchement. Alors, franchement, on a de la chance. Et on reçoit, grâce à Éléonore, les Manicous Bleus, cette association de protection animale de Martinique bien connue. Et je te laisse la parole d'ailleurs. Bien connu, mais justement, j'aime bien avoir un lien avec l'actualité. Et depuis ce lundi 24 juin, il y a 4 chiffres qu'il faut connaître. C'est le 36677, donc 36 77, qui est la première ligne téléphonique entièrement dédiée au signalement des maltraitances animales. Alors, ça a été créé par le Conseil national de la protection animale, mais bien évidemment, on n'a pas attendu que ce numéro existe, surtout dans les différentes régions, différents territoires
en Outre-mer ainsi que dans l'Hexagone pour pouvoir avoir des actions associatives. Et parfaite transition, puisque ce soir, c'est Cindy qui représente l'association des Manicous Bleus. Alors, les Manicous Bleus, avant de passer la parole à mon invité, le nom n'a pas été choisi par hasard. Je vais me tourner vers vous, chers invités et chroniqueurs. Est-ce que vous savez pourquoi cette association de protection des animaux s'appelle ainsi? Andrea. Non, alors, je pense déjà pour la race de chien qui vient de base des Antilles, non? Le Manicou? Non, c'est pas ça? Non, le Manicou, c'est pas un chien. Alors, mais il n'y avait pas cette race de chien croisé aussi? C'est le chien fer. Le chien fait. Non, c'est pas celui-là. Qu'on trouve à La Réunion. Il a un autre nom, c'est pas le chien fait. Non, le Manicou, par contre, c'est pas un chien. C'est le petit rongeur aussi, non? C'est plutôt ça, ouais. C'est un petit rongeur, le Manicou. Ouais, voilà. Mais j'étais persuadée qu'il y avait une race de chien aussi qui s'appelait comme ça. Comme la race de rongeur, quoi. Bon, on va vérifier. Il faut... Peu importe. En tout cas, t'étais proche. C'est une race endémique d'ici, de la Martinique. Et le bleu, eh bien, parce que le bleu, c'est la couleur de l'espoir, le côté optimiste. C'est bien ça, Cindy? C'est ça. C'est tout à fait ça. En fait, le choix de ce nom, il a été guidé par les fondateurs de l'asso parce que le Manicou, c'est un animal qui est endémique de la Martinique. Un des rares. Endémique. C'est ça, exact. Et en fait, la volonté des personnes qui ont créé l'asso, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit ancré dans la Martinique, ancré dans la réalité martiniquaise. Donc c'est un animal qui est endémique et qui a un fonctionnement qui est particulier parce que c'est un animal qui a besoin d'être protégé. C'est un animal qui lui aussi protège, qui protège ses petits, mais qui protège aussi dans son fonctionnement d'autres animaux autour de lui. Et en fait, la couleur bleue, elle est rattachée beaucoup à la couleur de l'espoir. Donc l'association de ces deux mots, elle était plutôt tournée par rapport à ça. Voilà. Alors cette association a été créée en 2013. Vous, bien sûr, vous avez eu un parcours avec des antécédents avant cette association. Vous vous êtes formée notamment en économie, aménagement du territoire. Vous êtes formatrice pour professionnels. Rien à voir, même si vous évoluez quand même dans le milieu associatif. On sent que vous êtes tournée vers l'autre. Vous avez le sens de l'intérêt général. Alors à quel moment s'est fait ce basculement? Vous vous êtes dit, allez, hop, je m'engage. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu des animaux, et plus particulièrement des chiens, depuis même avant de naître. Dans ma famille, il y a toujours eu, dans mon environnement, des chiens. Donc, je ne pouvais pas concevoir le fait de ne pas avoir des chiens autour de moi. Mais le fait de me mettre en association pour pouvoir militer et aider sur la cause animale, c'est fait particulièrement par rapport à une ancienne collègue à moi qui était bénévole dans une autre association et qui m'a dit, moi je suis bénévole à RSP en l'occurrence, et qui me dit, si un jour ça t'intéresse, tu peux venir. Et je lui dis, ok, je viens. On fait comment? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai fait connaissance de cette première association et je me suis dit, en fait, je pourrais aussi intégrer une autre association. Et j'ai intégré donc les Manicous Bleus. Voilà. Alors, les Manicous Bleus, eh bien, il y a pas mal de bénévoles qui évoluent. Vous avez toujours besoin de petites mains, de gens qui s'investissent dans le temps comme dans l'argent, puisqu'il y a 0 salarié. Certaines associations ont la chance d'avoir des salariés. Vous, c'est vraiment selon le temps disponible et la motivation et la passion. Comment vous arrivez à pouvoir faire perdurer cet intérêt général? Là, on parle de l'actualité, mais est-ce qu'en Martinique, vous sentez que la population est sensible au bien-être animal? Alors, je pense que c'est important de marquer favorablement l'évolution qui est en train de se faire. Il y a des choses qui évoluent et c'est important de comprendre que ces trucs-là ne se font pas du jour au lendemain, mais que quand même on reçoit de plus en plus d'appels de personnes qui nous disent voilà, il y a des chiens abandonnés quelque part, il y a des chats quelque part, est-ce que vous avez la possibilité de... Donc ça ne veut pas forcément dire que les gens se sentent de faire ou que les gens savent comment faire, mais au moins le fait qu'il y ait de plus en plus de sollicitations pour justement chercher une réponse, je pense que c'est déjà une première évolution à noter qui est positive. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a aussi des personnes qui font des dons ou qui nous demandent justement comment aider l'association et qui, à leur façon, vont porter une pierre à l'édifice, alors que ce soit en nous mettant quelque chose à disposition pour pouvoir faire des actions bénévoles ou, par exemple, en nous offrant des choses pour les chiens, pour les chats, pour qu'on puisse, nous, continuer les accompagnements et les prises en charge que l'on fait. Andrea, tu souhaitais poser une question? Oui, alors justement, pour en revenir à ce sujet, vous estimeriez ça à
depuis combien de temps il y a eu vraiment un changement assez marqué pour dire que ça a évolué? Honnêtement, c'est compliqué à dire. Pour moi, ce serait d'autant plus compliqué à dire que je ne suis pas en association depuis suffisamment longtemps pour pouvoir avoir ce recul-là. Maintenant, même à titre personnel, je le vois parce que les gens changent de comportement, même dans leur domicile, je trouve. Et je ne saurais pas dire depuis combien de temps, mais je trouve que c'est remarquable. Suffisamment, en tout cas, pour que ça interpelle et qu'on puisse se dire, là, il y a quelque chose qui bouge. Il n'y a plus de chiens errants, hein, c'est vrai. Très peu de chiens errants. Plus beaucoup de chiens errants. Il y en a beaucoup. Si, il y en a. Alors, j'en vois moins, j'ai l'impression, depuis 20 ans. Alors, il y en a beaucoup. Moi, je travaille sur le centre-ville de Fort-de-France et honnêtement, il y en a beaucoup. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu le cœur en 1000 morceaux parce que j'en ai trouvé un et que, voilà, il a fallu chercher une solution pour lui. Mais il y a de plus en plus de personnes qui vont justement faire des chaînes de solidarité pour pouvoir trouver des solutions pour ces chiens errants. Et c'est vrai que il y a justement aussi des possibilités de créer des liens entre les assos qui vont se mobiliser mutuellement pour pouvoir essayer, quand une ne peut pas, d'essayer de se relayer pour pouvoir faire des choses. Parce que la réalité, c'est que justement du fait qu'on soit toutes surchargées, on n'a pas forcément la possibilité d'éponger les demandes qui sont grandissantes, parce que c'est l'autre revers de la médaille. C'est qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui veulent aider, donc il y a aussi de plus en plus d'animaux à prendre en charge, donc il y a aussi de plus en plus d'animaux à accueillir et à pouvoir soigner, à pouvoir recueillir et puis à pouvoir faire adopter par la suite, ce qui n'est pas forcément possible sur la Martinique. Alors là, vous parlez d'animaux. Quel type d'animaux sont concernés? Chiens, chats, ça s'arrête là? Ou est-ce qu'on peut vous appeler pour des oiseaux? Là, on parlait de manicous, mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être blessés sur la route. Comment vous faites pour avoir un périmètre bien déterminé? Alors, pour les manicous bleus, c'est vrai que les prises en charge que l'on fait, c'est chiens et chats. Domestiques, ouais. Pour les chiens et chats, voilà. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu des demandes d'information ou des sollicitations pour lesquelles on n'a pas pu répondre favorablement, mais des sollicitations pour d'autres animaux. Par exemple, la semaine dernière, on a quelqu'un qui nous a appelé pour un lapin. On n'a pas pu répondre favorablement à la demande de la personne, mais on l'a orienté vers d'autres structures. Par exemple, il y a des consultations vétérinaires gratuites qui sont proposées pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de payer, justement. Et en fait, c'est un dispositif qui est peu connu, justement. Donc, c'est important de pouvoir porter ces informations à la connaissance du grand public. Et ça, justement, c'est une des missions que les Manicous Bleus portent de par les actions qu'elles mettent en place quand elles sont sur des lieux grand public. Alors clairement, les 4 missions que vous aviez identifiées sur votre site, c'est défendre et protéger les animaux, promouvoir la médiation animale, informer et conseiller sur les animaux, puisque finalement on peut être propriétaire mais avoir un doute et vous poser une question, est-ce que je dois le faire opérer ou pas, est-ce que je fais l'élevage ou pas, que me conseillez-vous parce que j'ai jamais eu d'animaux avant? On peut se tourner vers vous, aider au placement et à l'adoption d'animaux. Et ça a retenu mon attention parce qu'au niveau du placement, vous cherchez des familles d'accueil. C'est bien ça? En quoi ça consiste être famille d'accueil? Alors, être famille d'accueil, ça va être le fait d'accueillir un animal chez lui, que ce soit justement un chien ou un chat. C'est toute une prise en charge financière qui va être faite par l'association. Donc, que ce soit pour les soins vétérinaires, que ce soit pour les croquettes, que ce soit pour tout ce qui va être à faire dans le quotidien, c'est-à-dire le collier, les laisses, le couchage, enfin bref, tout ce qui va être financier, tout ce qui va être à sortir. Mais ce qu'on va attendre de la part de la famille d'accueil, c'est déjà de donner un toit à l'animal, de lui donner bien entendu des gratouilles et des câlins, parce que ça, c'est quand même ultra important. Et puis finalement, de pouvoir aussi se faire le relais de transmission d'informations que nous, on ne va pas pouvoir avoir au quotidien. C'est-à-dire que cet animal, il est destiné à être adopté par la suite. Mais nous, comme on ne va pas le voir au quotidien, on va attendre de cette famille d'accueil qu'elle puisse nous dire: il est plutôt calme, il est plutôt agité, il a besoin d'espace, il est OK chat, il n'est pas OK chat, il a besoin d'être avec
une famille qui va le solliciter, qui va, je sais pas moi, le faire courir tous les jours, ou en fait finalement c'est un petit pépère de canapé, tranquille. La télé. Donc ça vous fait faire une fiche d'identité par animal, et pour le faire adopter, ensuite c'est peut-être plus facile puisque les gens savent à quoi s'attendre. Et je sais aussi qu'il peut y avoir des coups de cœur, parce que des fois on devient famille d'accueil et puis finalement ça devient une famille pour la vie, non ? Ouais, c'est vrai qu'on a la chance des fois d'avoir des personnes qui nous disent qu'en fait elles sont famille d'accueil et puis finalement voilà. Il y a un petit crush qui se fait et elles vont garder cet animal avec elles pour la vie parce que l'animal a craqué, l'humain a craqué, tout le monde a craqué et puis voilà, c'est une belle histoire qui commence et qui se poursuit. C'est vrai que dans la chaîne de fonctionnement, ce qui va se passer dans l'adoption, c'est qu'on a une phase de préadoption qui va se mettre en place. Alors pour les familles d'accueil, ce ne sera pas nécessaire puisque l'animal sera déjà chez la personne, mais en temps normal, ce qui se passe, c'est que la préadoption permet à la famille de voir si tout fonctionne dans le foyer et à l'animal de s'acclimater. Une fois qu'on a passé cette phase de préadoption, tout est OK pour tout le monde, on est en adoption et c'est bon. Oui, Jean-Marc. Non, je disais, est-ce qu'il y a beaucoup de maltraitance finalement animale ? Est-ce que vous en constatez beaucoup ? On en constate malheureusement, ça c'est vrai que on est malheureusement impuissant par rapport à ça et c'est vrai que là aussi il y a des signalements qui nous reviennent et quand il y a des signalements, ce qui va être fait par les membres de l'asso, c'est soit tenter de négocier avec la personne pour voir si on a la possibilité de prendre l'animal en charge, si éventuellement on peut le recueillir. Si ce n'est pas le cas, essayer de voir avec la personne si on peut lui donner des conseils, si elle est ouverte aux conseils bien entendu, pour voir comment faire différemment parce que plusieurs cas de figure sont possibles. Soit la personne est maltraitante parce qu'elle ne sait pas faire différemment, soit la personne est maltraitante parce qu'elle est maltraitante et point. Donc, en fonction de la situation, on va essayer de trouver une issue qui sera favorable pour l'animal. Maintenant, quand ce n'est pas possible, c'est vrai qu'on va faire un signalement à la police et porter plainte pour essayer de sortir l'animal de là, parce que ça représente une situation de danger pour lui et que notre objectif, justement parmi les missions de protéger, ce sera là aussi de protéger l'animal et de le sortir de la situation de danger. Alors, vous proposez aussi des solutions aux personnes qui partent en vacances. Là, on n'est pas dans la maltraitance. Ça peut pour être arrangé des gens qui sont passés par votre association notamment, qui sont dépourvus de familles sur place, où tout le monde n'est pas là au même moment. Et donc, on peut avoir des visites de l'animal une fois par jour. Et les fonds qui sont donnés sont pour le fonctionnement de l'association. C'est bien ça ? Oui, alors ça, c'est le pet sitting. Alors, le pet sitting, c'est le fait justement de venir visiter l'animal, éventuellement d'arroser les plantes aussi. Ça peut être pas mal dans le même laps de temps. Et en fait, l'objectif, ce sera, que l'animal ait quelqu'un qui le visite régulièrement. 2, qu'il y ait justement pas d'abandon du domicile pour la personne qui y part, parce que ça aussi c'est pas mal pour limiter les risques de cambriolage, etc. Et puis 3, pour nous de pouvoir récolter des sous, justement pour pouvoir continuer à faire fonctionner justement les différents pôles de l'asso et de faire encore qu'il y ait d'autres prises en charge qui soient faites durant l'année. Alors pour vous faire connaître, on peut vous voir bien sûr sur les différents réseaux sociaux, Internet c'est vraiment à promouvoir, mais à côté de ça, il y a des rendez-vous qui permettent de voir les animaux. Des fois, c'est toute la journée ou alors une matinée selon le type chat-chien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors on a la possibilité de voir les animaux au moins une fois par mois lors des portes ouvertes. Alors les portes ouvertes, ce sont des rendez-vous qu'on propose le premier samedi du mois en fonction des dates à des endroits différents. Donc le prochain rendez-vous, c'est le samedi 6 à Villaverde. À Fort-de-France. C'est ça, à Villaverde, à Fort-de-France. Donc devant le magasin, on a la possibilité de voir en général une dizaine de chiens. Donc c'est pas tous les chiens qui sont en famille d'accueil, parce que sinon il y en aurait beaucoup trop et puis on peut pas tous les mettre là. Mais il y a une dizaine de chiens qui sont présents en général pour pouvoir être vus, que les gens puissent un petit peu faire connaissance avec eux. Si éventuellement il y a une personne qui a un coup de cœur sur le moment, c'est possible pour elle de faire déjà remplir quelques documents. Et puis il y a aussi quelques chats qui sont présents en général.
En dehors de ça, il y a aussi la possibilité de nous contacter pour pouvoir prendre rendez-vous s'il y a des chiens qui ne sont pas présents pour la journée porte ouverte, pour prendre rendez-vous avec les familles d'accueil. D'accord. Alors justement, pour pouvoir poser toutes ces questions, est-ce que vous pouvez nous donner le contact, numéro de téléphone ou alors site web sur lequel on peut vous trouver ? Alors, c'est possible de nous trouver sur Internet, donc juste en tapant les Manicous Bleus sur Google, vous allez tomber directement sur la bonne page. C'est possible de nous contacter aussi par mail, c'est le meilleur moyen de nous joindre, lesmanicousbleus@hotmail.fr. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc. Oui, non, je voulais dire une petite chose sur les manicous, parce que tu sais que, Léonore, je suis fabuliste aussi, que j'ai écrit donc beaucoup sur les animaux, et donc j'ai bien étudié le manicou. J'étais très surpris en allant dans une école pour présenter mon livre quand j'ai parlé des manicous aux enfants. Alors déjà, les enfants entiers connaissent pas le manicou, très rarement, donc ça c'est dommage. Et quand ils le connaissent écrasé sur la route. Ah oui, c'est l'animal écrasé sur la route. Ouais. Donc je voulais dire, parce qu'on est quand même dans une émission automobile, je veux dire aux automobilistes martiniquais et en priorité bien sûr, que le manicou est un animal diurne, donc il voit pas. Il est ébloui par les feux, et donc on peut l'éviter. On n'est pas obligé de lui rouler dessus. Voilà, hein, c'est un animal qui n'est pas nuisible, il est protégé. La gestion de la vitesse sert à ça aussi. Quand on parle d'obstacles, c'est des êtres humains, mais aussi des êtres vivants dont les animaux font partie. Par définition. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de les éviter, évidemment, mais il y en a beaucoup qui réfléchissent pas, qui continuent à rouler et les écrasent. Donc c'est un peu dommage. D'autant que c'est un animal totalement inoffensif pour les êtres humains. Exactement. Bravo pour ce que vous faites, en tout cas. Bravo à votre association. Bravo. Vous êtes vraiment là. Je pense que vous participez vraiment au confort des animaux sur l'île depuis des années. Et heureusement que vous êtes là avec d'autres, bien sûr. Hein. Il y a d'autres associations, mais les Manicous Bleus sont connus. Et c'est vrai qu'à Villa-Vieille, je vous vois souvent. Enfin, quand vous y êtes, bien sûr, une fois par mois, mais c'est souvent que je vous vois. Donc c'est super. Merci. Bravo, Éléonore. C'était une bonne idée. Ben oui. On fait une petite pause publicitaire. On se retrouve avec Caille-Flo juste après. Tu connais Caille-Flo ? Non, pas du tout. Tu connais pas Caille-Flo. Non, et nous, on ne connaît pas Caille-Flo. On l'a eu. Si, ça veut dire innovation. Ah. D'accord. Allez, à tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show automoto des Antilles et on remercie bien fort nos partenaires qui sont Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation, et merci à gtmag.fr. Et oui, merci à tous nos partenaires, merci à l'arrobase qui nous reçoit aussi. On va parler de Caille-Flo dans un instant, mais je voulais ce soir rendre hommage à un de nos invités venu parler de ça et de ses passions avec une vraie classe et une pointe d'humour. Jérémy Hortensia, plus connu sous le nom de Jérémy's Cooking, a disparu finalement. Donc il manque déjà à sa famille et ses amis, mais aussi à des milliers d'internautes qui le suivaient sur les réseaux sociaux pour sa cuisine et ses blagues. Bon, Yona aurait dû être là ce soir pour lui rendre hommage, donc elle n'est pas là, donc je le fais. Donc voilà, bon, on pense à lui. Vous vous souvenez de cette émission qui avait été très sympa? Donc voilà, vous vous souvenez ou pas? Oui. Alors moi, j'étais pas encore. Toi, t'étais peut-être pas encore là, oui, effectivement. Ouais. Oui, peut-être que t'étais pas là non plus, Éléonore. Bon, on a trouvé ce jeune homme charmant, vraiment très très agréable. On a passé un très bon moment avec lui. Allez le voir encore sur Instagram. Il y a encore son compte et vous verrez encore toutes ses recettes, etc. C'était quelqu'un de vraiment sympathique. Voilà, il est parti trop jeune. Il y avait des idées originales, qui faisaient parler de lui et une touche d'humour. Vraiment de plaisir de les regarder. C'était d'ailleurs, il disait la cuisine et les blagues. C'était vraiment son truc. On se tourne vers Nicolas qui nous présente une opération vraiment sympathique, quelque chose de totalement novateur. On va parler donc de Caille-Flo et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Avez-vous déjà vu le film d'animation Là-haut? Ce film avec ce papy grincheux prénommé Karl. Je te vois déjà, Andrea. Non, il ne ressemble pas à JM. Donc, ce papy grincheux prénommé Karl qui, pour réaliser le rêve de sa vie, décide d'attacher des milliers de ballons à sa maison pour s'envoler vers l'Amérique du Sud. Une maison volante. Improbable.
Moi, j'adore la mer et j'adore les couchers de soleil. Alors, si je devais imaginer la maison de mes rêves, je l'imaginerais flottante sur la côte Caraïbe pour mieux profiter des couchers de soleil et de cette quiétude qui règne à l'heure du crépuscule en parfaite harmonie avec la nature. Et si je vous disais que ce rêve peut aujourd'hui devenir réalité grâce à Kaiflo. Kaiflo révolutionne l'habitat et le nautisme en proposant des maisons, bateaux écologiques et responsables. Le concept Kaiflo a reçu le prix de l'innovation du concours organisé en 2009 par la région Martinique. Alors ce soir, on reçoit Jean-Marie Genome. Donc vous avez été président du Club des entreprises de Martinique, vice-président de Contact Entreprise, gérant du garage multimarque SMMA, directeur général de Sodiva, entre autres. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de Houseboats. Alors, on peut donc habiter sur l'eau grâce à Kaiflo. Comment est née cette idée ? Alors en fait, l'idée, elle est née au retour de Jean-Marc Salpêtrier en Martinique, qui a été le gérant fondateur de Kaiflo, avec un concept simple, qui est celui que Nicolas, vous avez aujourd'hui, de vivre sur l'eau. Et il s'est rendu compte, quand il a voulu investir dans un logement sur l'eau, c'était 2009 à l'époque, qu'il n'y avait rien vraiment adapté à son besoin. Son besoin, quel était-il ? C'était de pouvoir habiter sur l'eau comme sur la terre. Donc de pouvoir avoir des sanitaires, une douche qui n'est pas juste là pour se rincer en sortant de la mer, mais bien qui permette de repartir au travail le lendemain matin, de ne pas avoir de rejet, donc d'avoir des vrais WC, et puis également une autonomie en énergie. Et donc, sur base de ce cahier des charges, il a travaillé pendant plusieurs années avant de créer la société, et est né donc ce concept de Kaiflo, qui est assez différent de concepts qui ont quand même existé en Martinique, puisqu'en Martinique, on a eu déjà des habitats flottants, puisqu'on est sur une vraie base de catamaran, avec un brevet de coque exclusif qui fait qu'on a un bateau qui est vraiment très stable sur l'eau, qui est autonome en eau et en énergie, puisqu'on va avoir des soutes techniques qui vont permettre d'héberger les bonnes installations. J'ai vu qu'en 2025, 75% de la population mondiale vivra en zone côtière. Donc le littoral et le nouvel Eldorado, on va dire, ce sont des espaces très recherchés. Il faut d'ailleurs signaler qu'en Martinique, 15% des Martiniquais vivent sur 1% du territoire. Et donc la plupart sont dans la zone des 50 pas géométriques, désormais rebaptisée Bas-de-Lomain. Donc on peut considérer que Kaiflo est une bonne alternative. Oui, alors d'autant plus quand on sait aujourd'hui qu'on a, avec le réchauffement climatique, la montée des eaux, des zones qui sont en danger. Donc vous prenez des communes comme le Prêcheur, il y a une partie de la population qui va devoir être relocalisée. La ville du François également est une ville qui est en danger par rapport à cette montée des eaux potentielle. Donc le concept de la maison bateau, il peut permettre d'occuper le littoral avec une moins grande proximité des voisins, et puis d'être sur une maison qui va suivre la montée des eaux, donc qui ne risque pas d'être submergée. Oui, parce que c'est aussi, excuse-moi JM, c'est aussi des bateaux qui peuvent se déplacer, j'ai vu jusqu'à 3 km. Alors, c'est des navires qui sont homologués, donc ils vont pouvoir se promener par mer calme, à faible allure, on n'est pas sur des navires de compétition, mais ils sont motorisés, donc ça peut permettre de les emmener d'un point A à un point B pour changer tous les matins de paysage au réveil. Et qui ne nécessite pas de permis. Et en cas de changement climatique qui se manifesterait par des tempêtes de plus en plus rapprochées, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une véritable sécurité ? On le voit dans les activités nautiques, même les pêcheurs vont sortir leurs bateaux lorsqu'il y a des alertes, et on en a souvent. Comment ça se passe pour ces habitations ? Alors, on va avoir exactement les mêmes problématiques pour le coup, c'est-à-dire que ces bateaux vont pouvoir être déplacés puisqu'ils ont un moteur vers un trou à cyclone, ou sortis de l'eau comme un certain nombre de bateaux de pêcheurs. Alors par contre, c'est des navires pour être déplacés qui ont quand même besoin d'un permis bateau. D'accord, ok. Oui, alors par contre, je vois très bien les questions qu'on va pouvoir vous poser dans le temps. Il y a un problème de recyclage, globalement. Des eaux usées, le problème des déchets. Comment vous allez gérer tout ça ? Comment le bateau peut être propre, écolo, on va dire, entre guillemets, sur le littoral ? Alors, en fait, le bateau, il a été conçu pour qu'on puisse
en cours de vie, hein, un bateau tous les 8 à 10 ans globalement, il y a quand même besoin de refaire un petit peu l'intérieur. Oui. Intérieur, extérieur sûrement aussi, puisque un peu comme un bateau qui navigue, on le repeint, on ne va pas avoir les mêmes problématiques qu'un bateau qui navigue, puisque le bateau qui navigue, on met en général de l'anti-fouling qui va permettre d'éviter qu'on ait de la rouille, des choses comme ça. Non, mais surtout les algues, les petits coquillages qui s'accrochent. Nous, au contraire, le bateau, s'il y a des petits coquillages et des algues, c'est de la vie, des poissons qui vont être autour, et donc quand on va se baigner autour de son bateau, on a un écosystème qui est préservé. Voilà. Et le recyclage de l'eau de douche, vous parliez des douches tout à l'heure, des sanitaires, etc. Donc comment ça se passe là? C'est un recyclage interne? Comment... En fait, effectivement, il y a toute une installation de recyclage. Un premier recyclage enzymatique avec un système à oxygène, donc pas de pièces mécaniques, justement pour aussi faciliter l'entretien. On parlait d'entretien de voitures électriques, mais on a aussi cette même réflexion sur nos bateaux. On a ensuite une deuxième filtration par UV, de manière à pouvoir avoir une eau qui est parfaitement potable et donc qui va être injectée dans le circuit du bateau. Alors, l'autre question que je vous pose, je suis désolé, je vais au bout des choses pour être sûr. Est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher aussi demain de produire une pollution visuelle quelque part? Puisque face à chez moi, j'ai une belle maison Robert, je dis n'importe quoi, c'est pas vrai. J'ai une belle maison Robert, puis d'un coup, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 bateaux d'habitation et je me dis, mais il y a un problème. Alors, la réglementation française aujourd'hui, elle est quand même assez précise sur le sujet. Nous, le positionnement de ces bateaux, il va être dans des zones de mouillage autorisées principalement. On a vraiment le souhait de pouvoir... Enfin, vous voyez le nombre de bateaux de catamarans qui mouillent aujourd'hui en Martinique. On sera qu'une toute petite partie de ces bateaux-là. Enfin, j'espère qu'on en compte. Oui, parce que si ça marche vraiment. mais globalement, notre objectif premier, il est au contraire de pouvoir avoir une localisation qui soit très respectueuse de l'environnement et qui sera dans des zones qui seront autorisées. C'est ça. De toute façon, il faudrait que ce soit une garantie, la partie écologique. Vous ne pourrez pas bâtir votre opération s'il n'y a pas ce recyclage et s'il n'y a pas ce phénomène écologique, on va dire que les gens vont vous réclamer, quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait. Alors, le concept Cailleflow, il est né en Martinique, mais il a vocation à pouvoir être commercialisé dans le monde entier. Aujourd'hui, on a des contacts au niveau de Madagascar, au niveau de l'île Maurice. On est vraiment sur des discussions qui sont internationales. Les marinas, on va prendre les marinas en France, elles ont une grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des bateaux et qui se disent je le sors pas souvent, je vais le rentabiliser en le louant. Sauf que les locations dans les marinas, beaucoup de ces bateaux-là rejettent leurs eaux usées dans la marina. Oui. Avec des concepts comme notre maison bateau, on n'a pas ces problématiques-là, et donc même pour les marinas, ça peut être des compléments de revenus intéressants et respectueuses de leur environnement local. Et à destination de quel public est fait ce projet? C'est-à-dire, est-ce que ça représente un très gros budget ou c'est accessible? Alors, la maison bateau à proprement parler, on va plutôt être dans une cible d'investisseurs touristiques. Voilà. Donc, on est sur des budgets au mètre carré. Le bateau est très habitable avec vraiment des chambres qui sont parallélépipédiques où on va avoir des lits comme à la maison. Et on va pouvoir donc avoir un espace habitable beaucoup plus grand que sur un bateau de même dimension. D'accord. On est sur un prix de bateau qui est environ 30% moins cher qu'un catamaran traditionnel de même dimension. D'accord. Voilà. Ça va à peu près ce que coûte un catamaran. On a au niveau de la gamme également une gamme de ce qu'on appelle des crossovers. Donc là, pour le coup, c'est des bateaux qui ont vocation à pouvoir faire la traversée de l'Atlantique, le tour du monde. C'est ça, à bouger et partir. Donc. À bouger beaucoup plus, donc avec une nacelle centrale qui va être un petit peu plus surélevée pour pouvoir affronter les conditions de mer, les vagues, etc. Et donc là, par contre, on va avoir une clientèle de particuliers éventuellement. Ça peut être des propriétaires de location de bateaux, enfin des propriétaires de sociétés de location de bateaux, etc.
Alors, par contre, alors ça s'adresse aussi aux particuliers, sûrement. Si, j'ai posé la question, il m'a dit que c'était bon, je pouvais y aller, donc j'y vais. Là, je voulais parler de l'opération financière, finalement, de l'investissement en lui-même. Donc, pour un kidam comme nous, on pourrait, plutôt que d'investir, par exemple, dans un appartement, on pourrait se dire, bah, tiens, finalement, je préférerais vivre sur l'eau, plutôt que de prendre n'importe quoi, bah, je vais aller chez Kaiflo. Donc là, il y a quoi? Il y a un système d'investissement possible? Vous proposez des solutions de financement, sûrement? Alors effectivement... Vous avez des partenaires bancaires, sûrement? On a des partenaires bancaires. Ouais. Sur la partie touristique, on a également la possibilité de défiscaliser. D'accord. Et puis, ça reste des projets, je dirais, qui sont quand même... qui doivent être anticipés, hein, puisque un temps de construction de bateau, c'est environ 15 mois, plus les temps de discussion avec les banques, qui peuvent être un petit peu longs. Oui. Donc, ce n'est pas des décisions à prendre à la légère. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la flambée des prix de l'immobilier dans les littoraux en général et en Martinique en particulier, ça peut être une solution alternative intéressante. Bon, puis on n'aura pas, Nicolas, le même problème qu'avec les hôtels, les grands hôtels qui ont été achetés en défisque à une certaine époque, qui sont en désuétude aujourd'hui en Martinique, qui sont plus rénovés. Donc là, on ne pourra pas, parce qu'autrement, le bateau va couler au bout d'un certain temps, si vous en occupez pas. On est d'accord ou pas? Alors, les bateaux, normalement, ils ont une durée de vie au moins de 20 ans. De 20 ans. On a prévu, nous, dans nos systèmes de fonctionnement, de pouvoir faire ce que je disais tout à l'heure. Des rénovations. Une rénovation au bout de 8 ans, et de proposer ces systèmes-là aux professionnels du tourisme. Et puis il faut avoir de sacrées assurances aussi, parce que si jamais il y a une tempête, le bateau coule, il faut... C'est exactement le même fonctionnement pour un catamaran. Pareil. Donc on est chez les mêmes assureurs. La réglementation française est en train d'évoluer pour justement tenir compte de ces habitats flottants. Ce qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui, c'est qu'on est sur un navire. Donc on est vraiment sur les mêmes réglementations que les bateaux, contrairement à des plateformes flottantes qui peuvent exister non motorisées, qui, elles, pour le coup, sont beaucoup plus difficilement assurables. Possibilité de jardin ou pas? Possibilité de verdure, de petits la mer espaces. est votre jardin? Oui. Non, mais on ne sait jamais, je me pose la question. Est-ce qu'on peut mettre des plantes? Est-ce qu'il y aura une partie verte ou c'est pas encore prévu? Alors aujourd'hui, il existe plein de solutions pour faire ce qu'on appelle modulable, en fait. Des plantations, du jardinage. Donc on peut le faire comme à la maison, je dirais. Après, on reste sur un bateau. Oui, d'accord. Comme un appartement sur une terrasse. Comme un appartement sur une terrasse, exactement. D'accord, ok. Nicolas. Alors, Kaiflo propose une gamme de houseboats relativement large, capable de satisfaire, on va dire, principalement les professionnels, mais aussi des particuliers, de ce que je comprends. On a le Stay-O, donc qui est un e-lodge, qui est un lodge maison-bateau conçu pour les professionnels du tourisme. On a le Sunset O, le lounge de rivage sur mesure pour les professionnels. C'est mon préféré parce que visiblement on peut faire de l'événementiel dessus. Donc des soirées, tout ça. N'est-ce pas Andrea? N'est-ce pas Éléonore? Je sais que ça va vous intéresser. Et le Cross O, qui est le crossover maison-bateau pour les marins. Alors ma question c'est, où en Martinique peut-on découvrir, visiter ces bateaux? Est-ce que c'est possible? Alors, effectivement, le Sunset O, c'est un concept de bar-restaurant. Donc c'est un navire qui va permettre d'accueillir de 60 à plus de 200 personnes en fonction des configurations pour des activités de bar, de restaurant, de plancha, où on a même plusieurs clients là, qui sont en projet sur des activités touristiques vraiment de loisirs. Donc beaucoup d'intérêt. En Asie, il y a des concepts qui se sont développés et qui inspirent pas mal de gens, notamment en Martinique et en Guadeloupe. Donc, et sur nos îles sœurs d'ailleurs, parce que j'étais il y a peu de temps à Sainte-Lucie et donc on a de la demande. Et si je veux seulement une barque pour partir avec Éléonore, je sais pas, 5-6 mois, mais juste une barque, mais est-ce qu'elle avec un petit morceau de jardin et non, c'est pas, c'est possible ça ou pas? Mais avec un investissement moindre, hein, je veux dire, 5-6 000 euros. Voilà, pour quelqu'un comme toi qui a un plus petit budget, voilà. Sans que tu aies besoin de revendre ta villa du Robert, on a un petit bar de rivage qui peut accueillir 12 passagers. C'est super. Le petit Carbet. Moi, ça me va. Hein. Ça vaut pas plus de 200 000 euros, c'est pas très cher. Bah ça va, ça va. On est bon, on est dans le temps. Je suis rassuré. Voilà. Nicolas, toujours. Et donc, ta question... où peut-on découvrir, visiter les bateaux de Kaiflo? Voilà. Donc, globalement, on a un bateau qui a été construit donc, en France, pas très loin de Nantes,
un CIO, donc la maison bateau, qu'on a prévu d'exposer au Salon du Grand Pavois à La Rochelle au mois d'octobre. Waouh. Avant de le faire revenir en Martinique en novembre. Et là, je peux vous dire qu'on a déjà une liste d'attente puisque c'est un bateau qui sera en location saisonnière. Génial, fabuleux. Donc 2 chambres, plus c'est 100 mètres carrés. Non, c'est fabuleux, ça va être sympa, hein, vraiment. Et je pense qu'effectivement, on aura normalement de belles perspectives avant d'aller plus loin sur un développement de cette gamme de maisons bateaux. Et puis sur le concept de restaurant flottant, on a plusieurs projets en cours. Donc normalement, dès 2025, vous en verrez en Martinique. Et on espère voir arriver la boîte de nuit flottante. Ah oui, on a hâte. Non? Ah oui, oui, oui. Ça peut être pas mal, ça, hein? Non? En face de la baie de Fort-de-France, d'avoir des sacrés bons garde-corps. Nous recherchons des investisseurs. Ben oui, c'est ça, des investisseurs. Ouais, bah oui. Nicolas, investissons. C'est important de bien souligner de nouveau que Caiflo, c'est quand même un concept d'ici, c'est un concept de la Martinique. Et c'est génial, ça. Ouais, ça c'est fabuleux. Et alors, je pose la question, quelles sont les perspectives de développement de Caiflo à l'échelle mondiale? Est-ce qu'on peut imaginer du Caiflo au Qatar, ailleurs? Alors, on a déjà un projet important qui est le projet d'hôtel flottant, ou Flotel, donc avec une base d'une quinzaine de maisons flottantes qui accueilleraient des touristes, partiellement à quai, partiellement à flot au mouillage. Donc un projet qu'on espère pouvoir voir se concrétiser en Martinique parce que c'est vraiment très innovant, mais qui a aussi, je dirais, des potentialités de développement au niveau mondial. Beaucoup d'atolls dans les Seychelles, Tahiti, etc. Ils ont un peu exploité toute la partie de plage. Ils ont des problématiques avec les maisons sur pilotis qui peuvent ou s'enfoncer ou qui sont difficiles en entretien. On apporte une vraie solution écologique et innovante. Donc on est très convaincu du développement des hôtels flottants. C'est un marché qui est en plein boom aujourd'hui, qui est estimé au niveau mondial d'ici 2035 à plus de 17 milliards de dollars d'investissement. Et on espère prendre une part de ce marché. Bien sûr, avec plaisir. Toutes les infos sur caiflo.fr et caiflo.com. On peut applaudir bien fort Jean-Marie Jeunhomme, co-actionnaire avec Jean-Marc Salpêtrier, fondateur donc, de Caiflo, ou l'habitat flottant. Donc c'est juste une super idée, bravo encore, et puis bon courage, longue vie à cette opération qui peut être vraiment efficace dans le temps. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir permis d'en parler ce soir. Avec plaisir, il faut revenir. Dès que le bateau est là, il faut revenir. Et puis voilà. Donc on est tous invités par contre à La Rochelle pour le salon. Donc merci Jean-Marie Jeunhomme de nous inviter. Toute l'équipe sera là. On fera une émission en live de La Rochelle. C'est pas mal ça. Non, mais je pense que plutôt au mois de novembre sur le sud de l'île, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Voilà, on pourrait essayer de le voir comme ça. Hein, c'est pas mal. On est d'accord ou pas là? C'était bien comme idée, ça. C'est une belle. Ça m'a donné envie de faire du bateau. Une belle chronique et ça donne envie de faire du bateau effectivement. Donc c'est cool. Vous étiez avec la bande AJM de retour à l'arrobase avec Maxime Martinique, bien sûr, en simultané vidéo sur gtmag.fr. Vous étiez avec nos chroniqueuses Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort, Vanille Mouliec, Éléonore Théodose, Yonan Amrit, qu'on retrouve la semaine prochaine, mais aussi Éric Rouget et Nicolas Aron. On peut s'applaudir bien fort. Il n'y a que moi qui suis. On peut s'applaudir. Bah oui. Toute l'équipe a été drivée par JM de la bande AJM, vous le savez maintenant. Merci donc à l'arrobase de nous avoir reçus. Merci à nos partenaires. Le Crédit Mutuel, Antilles-Guyane, n'est-ce pas? Eh ben oui. Ben oui. Merci donc à Speedy Martinique. Merci à l'arrobase donc et au Casino Batelière Plaza. Merci à Loïs Sanja qu'on a reçu cet artiste caribéen au top. C'était la deuxième fois qu'on le recevait. Merci à Rodolphe Rico aussi qui est le producteur qui nous envoie ces artistes. Merci au Manicou Bleu et à Cindy Lagier qui est venue nous parler de la sauvegarde de nos animaux à quatre pattes, on peut le dire comme ça. Merci donc à Jean-Marie Jeunhomme de Caiflo. Nous avons parlé d'habitat flottant. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Antilles et du lundi au vendredi, la matinale d'Apolline de Malherbe, suivi du Super Moscato Show et entre les deux, l'instant auto avec JM de la bande à JM. Ça, c'est produit en Martinique, c'est du local aussi. Et la semaine prochaine, nous recevrons une artiste vraiment sympathique, une très jolie dame, très jolie femme, et avec un talent fou. Et je vous dis même pas son nom, on verra ça la semaine prochaine. À très vite, bon week-end à tous.